Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Jérémy Brabé-Adonajlo. Jérémy, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes entrepreneur dans le monde du high-tech. Vous êtes le fondateur de Psartech qui développe c'est une société qui développe des solutions utilisant l'intelligence artificielle, en particulier dans le domaine de la maintenance aéronautique et industrielle. Alors, avec vous, je voudrais que l'on se focalise sur les résultats assez impressionnants de la haute technologie israélienne pour cette année 2025. Il s'avère que les investissements sont énormes, que Israël a obtenu des résultats extrêmement encourageants dans ce domaine-là. Comment on explique de telles performances au niveau de la high-tech israélienne alors que l'on a vécu une année difficile, une année de guerre, et que l'on avait apparemment le sentiment que les investisseurs étrangers fuyaient l'État d'Israël? Il y a déjà des raisons qui sont évidentes. Et parmi ces raisons évidentes, en fait, il y a 3 secteurs qui sont dernièrement très à la mode. C'est déjà l'IA générative. Je pense que beaucoup de nos auditeurs connaissent ChatGPT, Gemini et toutes les choses comme ça. Et c'est un domaine dans lequel Israël est historiquement très fort. Donc ça veut dire qu'Israël a pris cette vague et bénéficie de l'IA, de la montée de l'IA. Donc c'est une première chose. Il y a aussi un autre domaine qui est très en vogue et pour des raisons qui sont évidentes, qui est la cybersécurité. On a vu notamment une entreprise comme Jaguar Land Rover qui a eu ses usines bloquées pour, il me semble, 2 mois ou 3 mois du fait d'une attaque cyber. Et donc c'est un domaine qui ne cesse de monter. Et on a notamment vu Wiz qui s'est fait racheter, il me semble, 21 ou 23 milliards de dollars 32 par milliards, Google. 32 milliards de dollars apparemment. 32. Alors justement, on peut mélanger les chiffres. Alors justement, effectivement, est-ce que en fait c'est pas une illusion d'optique tout cela? C'est-à-dire, est-ce que par exemple lorsqu'il y a un marché d'une telle envergure que celui qui a permis à Google d'acheter Wiz à 32 milliards de dollars, finalement ça biaise les données? C'est-à-dire à partir de ce moment-là, est-ce que c'est uniquement une grosse affaire qui est le reflet, on va dire, du succès du high-tech cette année, ou alors c'est un ensemble de résultats? Non, alors déjà effectivement, il y a un impact d'une telle transaction sur les chiffres, mais c'est pas la seule transaction de ce type qui a eu lieu. Il y a eu pas mal d'autres transactions aussi un petit peu moins importantes, mais en fait, ce qui est très intéressant avec cette transaction-là, et c'est pour ça qu'il faut la relever, c'est qu'à partir du moment où Google a fait cette acquisition, ça a donné un signe au marché qui est que l'on peut traiter avec Israël, que l'on peut quand même acheter des sociétés israéliennes et des produits israéliens. Donc c'est vrai que ça a vraiment poussé au-delà du chiffre même l'ensemble de la high-tech israélienne. Et il y a d'autres secteurs aussi qui sont indépendants, ou qui ont bénéficié d'une certaine manière de la guerre, comme celui de la défense, des technologies de défense. Et donc on voit que la guerre a pas toujours un impact négatif, a même parfois un impact positif sur certains secteurs qui ont une consonance militaire. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une sorte de boycott de l'État d'Israël par les investisseurs étrangers pendant la guerre? J'ai la chance de connaître quelques investisseurs, et effectivement les tours de table ont été plus compliqués qu'ils ne le sont normalement. Donc il y a eu un impact, c'est sûr, mais à côté de cet impact, il y a eu de telles bonnes nouvelles que ça a permis d'aller au-delà de ce boycott ou de choses comme ça. Mais il y a eu effectivement un impact. Moi-même, avec mon entreprise, je l'ai senti. Il y a des projets sur lesquels on travaillait, il y a des contacts que l'on avait qui ont disparu avec la guerre. Donc un boycott, oui, un impact, oui, mais par ailleurs, des secteurs qui n'ont soit pas été impactés, soit parfois même bénéficié de l'expérience militaire et donc de la guerre. Donc
finalement, Israël a réussi à se relever et a réussi une année qui est assez remarquable. Alors il y a la bourse de Tel Aviv aussi qui s'est particulièrement distinguée pendant cette année et je crois que ce que l'on appelle la FinTech a été particulièrement dominante dans la bourse de Tel Aviv. Elle a obtenu des résultats assez impressionnants aussi. Ce qui se passe, c'est que de toute manière, le boycott, c'est souvent aussi le fait de ce qu'on appelle le B2C, donc business to consumer, c'est-à-dire que vous avez Monsieur Dupont un matin qui se lève et qui, en lisant les nouvelles, décide de ne pas acheter de produits israéliens. Maintenant, dans les entreprises, les décisions sont plus complexes souvent qu'un simple coup de tête et qu'un refus par principe d'acheter israélien. Et de ce fait-là, les décisions se font sur la qualité, le prix et l'expérience, par exemple, des sociétés avec lesquelles on traite. Et Israël est bien placé à ce niveau-là, et notamment dans la FinTech, qui dépend énormément de tout ce qui est cybersécurité. Et donc, la FinTech israélienne a pu fonctionner et continuer d'amasser des clients et des parts de marché, parce que en FinTech, c'est souvent des produits qui sont business to business, donc oui, entre entreprises, qui sont de fait moins impactés que les produits qui sont directement vendus aux consommateurs par les boycotts. Vous voulez dire, tout à l'heure, vous nous avez dit que les tours de table étaient peut-être un petit peu plus complexes que dans le passé, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, les investisseurs insistent en particulier sur les compétences, on va dire, reconnues de la haute technologie israélienne, et ils sont capables de mettre de côté, on va dire l'impact négatif, c'est-à-dire toute cette campagne, par exemple, autour de ce qui se passe dans la bande de Gaza, campagne contre le génocide, sur l'aide humanitaire, etc. Ils sont capables de mettre ça de côté en jugeant uniquement les compétences, la qualité de la haute technologie israélienne ? Il y a sans doute des investisseurs qui n'ont pas rejoint des tours de table ou qui en sont sortis du fait de la situation avec Gaza et des campagnes de boycott. Mais il y en a d'autres. Il y a énormément d'investisseurs. Si on regarde au niveau mondial, et donc il y a d'autres investisseurs et des investisseurs en général qui sont plus centrés sur leurs résultats et sur aussi le fait qu'ils doivent, pour leurs investisseurs, parce que souvent les investisseurs ont aussi leurs propres investisseurs quand on parle de fonds d'ici, et donc ils ont dû, pour leurs investisseurs, trouver les meilleures opportunités. Il se trouve que Israël a un track record, a effectivement une expérience, et on peut juger de la high-tech israélienne sur des décennies de performances assez exceptionnelles dans le high-tech. Donc il est plus intéressant pour un investisseur, par exemple, d'investir dans une société israélienne que dans une société grecque ou roumaine. Oui. Donc c'est plus sûr. Il y a des excellentes sociétés grecques ou roumaines, mais en termes de capacité de justifier son investissement, c'est plus sûr de sociétés qui sont égales par ailleurs d'aller vers une société israélienne que d'aller vers une société de beaucoup d'autres pays dans le monde. Alors vous pensez pour l'année prochaine, l'année 2026, que l'apaisement, on va dire, sur le plan sécuritaire va accélérer cette tendance extrêmement favorable, donc du développement de la haute technologie en Israël ? Alors malheureusement, on a vu que le boycott n'est même plus vraiment lié à la situation sécuritaire. C'est-à-dire qu'on continue d'avoir des manifestations et des choses comme ça. Je vois mal, si l'apaisement se confirme, de quelle manière le boycott pourrait s'accroître, et donc a priori les choses devraient s'améliorer au niveau des investissements et des choses comme ça, au fur et à mesure que la peur pour les investisseurs d'être mis sur la sellette du fait d'investissements en Israël, ou pour des entreprises du fait de collaboration avec des entreprises israéliennes,
Donc ça devrait mécaniquement s'améliorer. Et du côté d'Israël, il y a effectivement des gens qui vont encore rentrer de Milouim, de réserve, et espérons aussi des gens qui vont rentrer de l'étranger, où beaucoup d'high-techistes, de membres de la high-tech sont partis pendant la guerre et du fait de la guerre. Et donc, à mon avis, mécaniquement, on peut espérer une année peut-être encore plus favorable. Après, on est toujours dépendant aussi d'un contexte international. Donc s'il y a une récession internationale, ça nous affectera. Eh bien, Jérémy, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir présenté donc ce tableau plutôt, on va dire, optimiste des résultats de la haute technologie pour cette année 2025, en espérant effectivement que cette tendance se confirme en 2026. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt. Merci à vous. Mais bonne journée.